Reddit. Alors, on en parlera plutôt ce midi, dans la deuxième présentation de Reddit, mais c'est une plateforme avec laquelle on n'est pas forcément très familier. Okay. En France, donc on va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'on en parle dans ce contexte et c'est quoi le problème en fait avec Reddit. Donc là, le titre en fait de la web, c'est la Trinité de l'extrême droite. Elle va nous introduire, nous présenter une trinité, 3 éléments principaux de l'extrême droite qui vont être présents. On va d'abord... Quoi? Ça gêne? C'est bon? Ok. Ok. C'est bon? C'est peut-être fort. On n'entend plus. Ok. On m'entend? C'est bon là? Ok. Alors, tout d'abord, pour parler... Il y a un bruit bizarre. C'est bon? Ok. Pour parler donc pour revenir un petit peu sur le résumé sur le libertarianisme. On va faire un petit résumé, essayer de voir ensemble un petit peu quels sont les différents points. Alors je sais qu'on l'a beaucoup vu pendant les présentations précédentes, les études précédentes, etc. Je sais que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Pour moi-même, parfois, si je suis pas dans l'étude ou si je suis pas dans le sujet, si on me dit libertarianisme, il me faut un moment pour réfléchir. Hein. Franchement, c'est un sujet très compliqué. Et donc, on va essayer de revoir aujourd'hui, de refaire un point dessus. On va revenir déjà au tout début. C'est quoi le libertarianisme? Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de libertarianisme? C'est quoi la base de la base? Pourquoi est-ce qu'on parle du libertarianisme? Je vous écoute. Pourquoi est-ce qu'on en est venu à se dire, on va parler du libertarianisme? Qu'est-ce qui nous a conduit là? Levez la main pour que le micro puisse être donné. Donc Gérard. Mouvement politique. C'est bon, ça a été entendu? Oui. Donc, mouvement politique, ok. Quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce qu'on parle du libertarianisme? Johanna. Je t'ai vu me regarder, j'étais là, allez. Est-ce que tu pourrais donner un élément de réponse? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'on sait qu'il y a la liberté qui est opposée à l'égalité. Ok. Ok. Mais là, tu rentres... c'est qui? Ah, vas-y. Quand j'entends ce mot, je pense à... Tout est permis. C'est la liberté en tout. D'accord. Donc, vous pensez, vous, à liberté versus égalité, en fait. Voilà. Les deux qui sont opposés. Si je peux intervenir, du coup. Vas-y. Oui, parce qu'en fait, donc, dans le combat droite-gauche, en fait, on se rend compte que c'est eux qui vont vraiment dans la forme la plus, on va dire, extrême ou la plus pure, selon eux, de liberté. Et que, effectivement, lorsqu'on prend la droite et la gauche, puis on prend par exemple le Parti démocrate et le Parti républicain, on se rend compte que eux, ils vont quand même mettre certaines limites. Et ils ne vont pas aller vraiment dans la liberté la plus totale. Donc en fait, c'est cet acteur-là qui, eux, vont vraiment prôner une liberté maximum. Ok. Donc en fait, tu es en train de nous placer sur le spectre droite,
gauche et de quel côté l'un est le plus extrémiste, je ne sais pas si je peux dire extrémiste, mais de quel côté il se positionne, c'est ça en gros. C'est le terme en tout cas que j'ai retenu, c'est que tu nous parles de droite-gauche, ce qui revient à ce que Gérard tu disais par rapport au mouvement politique. J'ai pas de problème avec quand on dit liberté, égalité, quand on le rapporte à ça, mais pour moi on va pas assez loin, parce que lorsqu'on parle de libertarianisme, bien sûr, on parle de ça, mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce qu'en fait, on est dans une discussion politique, hein, clairement, sur la droite et la gauche. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle de droite et de gauche, on va venir à parler, qui est plus à gauche, qui est plus à droite, où se situe quoi, etc. Mais à la base de base, c'est parce qu'on commence à parler des différents mouvements politiques. On commence à rentrer dans la politique. Et à quelle date est-ce qu'on commence à rentrer dans la politique? Et à parler de mouvements, alors bien sûr, très basiquement au début, mais quand est-ce qu'on commence à parler de mouvements politiques? Tu parles dans la ligne interne ou externe? Dans la ligne interne. Alors, Rodi? Je dirais qu'on parle, ça fait pas tellement longtemps en interne, ça fait pas tellement longtemps quoi. Est-ce que tu as une date à peu près, même si tu n'as pas une date exacte, une année? Je dirais après le Covid. Ok, d'accord. Donc je te mets là. C'est pas 2019? Allez-y, quelqu'un d'autre a une autre réponse ou est d'accord avec 2019, 2020 à peu près? Moi, j'allais dire 2020. Ok. Peut-être que je me trompe. 2019, 2019, si on se souvient, c'était par rapport au camp meeting, pas au camp meeting, à l'école des prophètes, avec Tess, où on se demandait justement si le mouvement devenait politique, puisque c'est à ce moment-là que l'on commençait à s'intéresser à l'externe. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse que 2019 et 2020? 2019 et 2020. Peut-être que je vais trop loin, je dirais 2018, à partir du moment où on a parlé du cri de minuit. Ok, donc toi tu nous mets là. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse ou veut souligner ces réponses-là? Vas-y. Vas-y. Oui, effectivement, en 2018, effectivement, on a commencé à s'intéresser effectivement à la politique avec Acte 27, et c'est là qu'on a commencé à rentrer dans les guerres et tout ce qui allait tout autour. Donc, c'était, en fait, avec le cri de minuit, effectivement, on a commencé à rentrer dans la politique. Ok. Alors, je serais d'accord avec toi, mais pas tout à fait. Peut-être que j'ai tort, mais dis-moi. Parce que donc tu dis qu'on commence à rentrer dans tout ce qui est politique suite aux guerres. Sauf que les guerres, on en parlait déjà avant avec Raffia et Panium. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans ce cas-là, à quel moment est-ce qu'on marque le moment où on parle de politique, en fait, vous voyez? Parce qu'on a commencé à en parler déjà depuis 2016, etc., avec Raffia et Panium. Donc, à quel moment est-ce qu'on va se placer alors? Alors, je parle pas de guerre ou de moment où on commence à parler du monde externe. Là, je parle vraiment de quand est-ce qu'on commence à parler de politique dans le mouvement. Vous voyez, il y a une différence. C'est pour ça que moi-même, je me disais, oui, mais on a commencé à parler à Raffia, Panium, etc. Mais là, vraiment, c'est au niveau, lorsqu'on parle vraiment de politique, c'est-à-dire de mouvement politique, on commence à voir la politique aux États-Unis, etc., les différents partis. Et là, pour ça, j'ai envie de nous placer en 2018. Au cri de minuit. C'est ça, tout à fait. Je disais. Alors, ben justement, j'ai posé la question. J'allais poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Alors, je sais que la question est très très large parce que je pense que le tableau suffirait pas à tout noter. Mais en lien avec ce changement, ce début où on a commencé à parler de la politique, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Est-ce que vous savez? Un des points.
C'est pas en lien avec les deux sources d'information. Alors, j'aurais envie de te demander pourquoi, mais je ne vais pas te demander pourquoi, parce que je suis sûre que tu sais. Mais on va noter, ici donc, les deux sources d'information. Alors, est-ce que quelqu'un, d'autre que Michael, peut me dire pourquoi est-ce que les deux sources d'information sont liées à la politique? Quel est le cheminement que vous faites pour passer, en fait, dit simplement, pour passer des deux sources d'information au libertarianisme? Rodi. Mais Chimène, bah non, mais je sais, attends. Bah non. Vas-y. Je disais, enfin, moi, je pensais plus à la politique présidentielle, non, en Amérique, par rapport aux fausses informations sur les présidents, quoi. Ok, d'accord. Donc toi, tu relis du coup qu'il y a eu deux sources d'information au niveau des présidentielles, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais d'où est-ce qu'on prend ce terme, les deux sources d'information? Est-ce que tu sais ou pas? C'est quoi, d'où qu'on tire ce terme, les deux sources d'information? Et lesquelles est Loulaï? D'où ça? Vas-y. Je ne sais pas si c'est au moment où on a compris par rapport aux CNews quand on a vu CNN, et on a vu qu'il y avait une bonne source et une mauvaise. Ok, d'accord. Je ne sais pas si c'est ça. Alors c'est ça, mais je veux juste faire une toute petite étape avant. Oui. Parce que là, tu nous parles donc de CNN et de Fox News, où on voit du coup les deux sources d'information, mais en externe. Mais de base, les deux sources d'information, où est-ce qu'on les trouvait? Genre de base, avant qu'on passe à tout ce qui est politique. On avait fait une étude, non, sur... c'est pas ça. Alors attends, Les cite... fleuves, il y avait... Ok, donc on a les fleuves. Où ça? Où est-ce qu'on trouve ça? Elle part. Je te passe le micro après, mais attends. Vas-y. Déjà, où est-ce qu'on voit ce terme-là, dans la Bible? Oui. Où est-ce qu'on les trouve? C'est quel? C'est Daniel? Je ne sais plus. Oui, c'est Daniel. Non, c'est bon. Merci. Johanna ou... C'était Chucha. Mais vas-y, répète, vas-y, explique. Donc on a... Alors attends, je te reprends juste. On a deux fleuves ici, Ulaï et Dekel. Comment tu fais le lien après avec ce que tu as dit? Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Qu'est-ce que tu avais dit? Non, je parlais du livre du temps de la fin. Ok. Parce que je me situais déjà au début, Mhm. où par l'intermédiaire du premier ange, Mhm. il nous avait présenté ces deux fleuves, où il y avait un qui allait vers la cité de verre et l'autre vers la mort. Ok. Je t'arrête là. On arrête là pour l'instant. Je suis d'accord avec toi. Donc, de base, notre première étape ici, c'est qu'on voit l'Ulaï l'Idekel, donc on est dans Daniel 11, versets 40 à 45, on parle de Daniel 11 dans le temps de la fin. Et là, Jeff Pippenger, dans le livre Le temps de la fin en 1996, va nous parler de ces deux rivières pour illustrer les deux catégories, en fait, l'un qui va ici vers la vie et l'un qui va vers la mort. Pour illustrer un peu les deux catégories. Donc il nous donne ça, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce que là, on est en interne, hein, on est vraiment... Il y en a qui vont à la vie, il y en a qui vont à la mort, etc. Comment est-ce qu'on passe de ça à un mouvement politique? Quelqu'un? Personne? Ou sur Zoom même, hein. Comment est-ce qu'on passe de cette question-là interne, de vie ou de mort spirituelle, à un mouvement politique externe? Est-ce qu'on est d'accord déjà qu'en interne et en externe, il y a la même chose? C'est-à-dire que Dieu agit pareil en interne et en externe. Il y a les mêmes tests, il y a les mêmes... on est d'accord? Donc, si nous avons ce test ici, si nous avons ces deux sources, en fait, ces deux rivières, une qui mène à la vie, une qui mène à la mort, en externe,
doit y avoir la même chose. On est d'accord. Doit y avoir un qui mène à la vie et la mort, et en externe, ça c'est pas forcément, ils vont pas forcément dire ça, la vie et la mort, mais le bon ou le mauvais côté, entre guillemets. Donc ça, en interne. Ensuite, donc notre prochaine étape à partir de ça, c'est qu'on sait qu'on commence à apporter l'externe. Donc en 2018, on commence à apporter l'externe dans la question. Et là, on voit que quelque chose s'est passé, où on voit deux sources d'information à la même date. Johanna, alors attends le micro. Alors je vais répéter ma question, parce que Chimène a dit qu'elle n'a pas compris. On parle, je reprends de base, on parle de libertarianisme. J'ai demandé, c'est ce qu'on parle dans le sujet dont on parle dans les Vêpres. J'ai demandé c'est quoi le libertarianisme? C'est un mouvement politique, et on parle de ça parce qu'on est en train d'expliquer, de savoir qu'est-ce que c'est la droite et la gauche. Et j'ai dit, comment est-ce qu'on comprend même, sur quoi on s'est basé pour parler de mouvements politiques et pour comprendre les mouvements politiques. On est revenu donc au tout début où on a commencé à parler de mouvements politiques, c'est-à-dire en 2018 au cri de minuit, et Michael nous a dit que ce qui nous a permis de comprendre les mouvements politiques et les partis politiques, c'était les deux sources d'information. À partir de ça, on a retracé les deux sources d'information. Au début, c'était les deux sources, Ulay, Idekel, Daniel 11. On a vu que c'était l'ancien Jeff Ippanger qui nous en parlait dans le livre Le Temps de la Fin en 1996 et nous disait qu'en fait, les deux fleuves sur lesquels étaient les visions de Daniel représentaient l'un la vie, parce que dans Daniel 8, on voit le sanctuaire purifié, etc. Et l'Idekel, la mort, parce qu'on voit tout dans la vision de Daniel 10 à 12, etc. Que là, ils ne sont pas conduits à la vie. Donc on voit l'un la vie, l'un la mort. À partir de ça, on commence à comprendre que l'interne vit également la même chose que l'externe. Donc si on sait qu'en interne, on a un chemin qu'on peut suivre qui mène à la vie, un chemin qu'on peut suivre qui mène à la mort, on comprend ça donc de base en 1996. En externe, qu'est-ce qui corrèle avec ça en 1996, en externe? Est-ce que c'est plus clair ou pas, Chimène, ma question? Oui. Ok. Alors, Joanne... Rosemarie a déjà répondu. Ok. Vas-y, répète du coup. C'est CNN et Fox News. Ok. On voit si j'écris là ou pas? Oui, c'est bon. CNN. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de CNN et Fox News en 1996? Juste avant d'expliquer l'histoire de ces choses, en fait, avant 2018, la vision qu'on avait, notamment des États-Unis, la vision prophétique qu'on avait, c'était une vision qui était en fait essentiellement négative. C'est-à-dire qu'on voyait... Essentiellement quoi? Ça a coupé, excuse-moi. Négative. Ok, négative. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on voyait que les États-Unis étaient représentés par la bête qui parle comme un dragon. Et du coup, c'était forcément une vision négative qu'on avait. Et en fait, là, la nouveauté, c'est que on commence à comprendre que il y a, lorsqu'on parle de deux sources, ça veut dire qu'il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise. Donc là, c'est quelque chose de vraiment totalement nouveau par rapport à ce qu'on comprenait avant. Tout à fait. Voilà. Ok. C'est ce que je veux dire. Merci, Mickaël. Donc, en effet, on commence à voir que, eh bien, ça c'est en parallèle aussi bien en externe qu'en interne qu'en externe. On voit un qui mène à la vie, donc un qui est bon, un qui est mauvais, un qui est bon, un qui est mauvais, qui se développe donc au même moment et qui donne donc deux sources d'informations, une qu'on peut suivre, une qu'on ne doit pas suivre. Et c'est à partir de là que va se développer cette idée en fait de mouvement politique ou en tout cas d'intervention politique, on va dire, où on commence à s'intéresser un peu plus à la politique. Alors, c'était très très basique au début parce que là on ne parle pas de mouvement politique, hein, c'est des chaînes d'information, mais on comprend qu'après les uns sont rattachés l'un à la gauche, l'autre à la droite. On commence à comprendre qu'est-ce que c'est comment fonctionne la politique des États-Unis, ce qui est un peu beaucoup compliqué.
On commence un peu à rentrer dedans de manière très simple. On commence à rentrer dans la droite, dans la gauche, comprendre ce que c'est. Et donc, Michael en parlait tout à l'heure. Après, une fois qu'on commence à parler de la droite et de la gauche, on voit que dans la droite, eh bien, il y a différents courants, certains qui essaient de se rapprocher le plus possible d'une certaine liberté, etc. On arrive donc à cette question, on voit, pour revenir un peu en arrière, lorsqu'on parle de cette droite et de cette gauche, on voit que la droite et la gauche vont avoir des principes qui vont les représenter, des principes majeurs qui vont les représenter. L'un, ça va être la liberté, et l'autre, ça va être l'égalité. Chimène. Il y a une étape qu'on a loupée. Dis-moi. C'est juste avant la liberté et l'égalité, il y a les termes politiques qui nous ramènent justement à cette notion de parti, le terme conservateur et les termes libéraux. Tout à fait. Donc, et ces deux termes-là, quand on parle de ces deux termes-là en politique américaine, on est tout de suite dans le bipartisme droite-gauche. Tout à fait. Démocrate républicain. Donc, droite-gauche. Donc, on va avoir ici les conservateurs et les libéraux. Donc, on commence à voir également toutes les caractéristiques, donc droite-gauche, mais également conservateurs-libéraux. Également des termes, donc les ethos qui les représentent. On commence à voir égalité, liberté, etc. Et c'est en rentrant dans tous ces détails que ça nous conduit, en fait, de cette première question, en fait, au cri de minuit en 2018, jusqu'à essayer de comprendre la droite et la gauche, donc c'est-à-dire essayer de rentrer dans les différents partis, dans les différentes, non seulement dans les différents partis, mais dans la droite même, comprendre qui est à l'extrême droite, qui n'est pas à l'extrême droite, quels sont les partis qui sont représentés, donc par exemple le libertarianisme, etc. On commence à rentrer dans tous les détails. Est-ce que c'est clair le lien qu'on fait qui nous permet d'arriver au libertarianisme? Chimène. Si je peux rajouter un élément à ce que tu dis, c'est qu'on était un peu, comment dirais-je, noir-blanc, quoi. Donc la droite c'est bon, la gauche c'est pas bon. Tout à fait. Et par conséquent, on était vraiment focalisé que sur une partie de la droite, qu'on nommait la droite chrétienne. Et on pensait, à tort, que la droite chrétienne, en fin de compte, ça représentait peut-être tout le parti républicain. Et comme tu l'as dit, donc, quand les Web sont arrivés, on a commencé à se concentrer un peu plus sur ce que représente cette droite. Et on a vu qu'il y avait également ce troisième parti, les libertariens. Tout à fait. Et justement, la VEPR développe ce que tu dis lorsqu'elle explique que ce n'est pas que la droite chrétienne. Elle nous montre un autre groupe également, deux autres groupes d'ailleurs, mais on en parlera tout à l'heure. Donc là, on voit le lien. Je voulais juste refaire un petit peu le lien parce que souvent, on va parler de libertarianisme et on ne va pas forcément comprendre quel est le lien, de quoi on parle, etc. Donc là, on a refait le lien depuis 2018, le cri de minuit, la source d'information. Et on a vu, on en est arrivé donc à cette discussion de la droite et de la gauche. Et dans la VEPR, Tess nous ramène justement à cette balise ici du cri de minuit, et elle va utiliser une vision pour représenter toute cette histoire, pour représenter le cri de minuit. Laquelle est-ce qu'elle va utiliser? Est-ce que vous savez? Si vous avez lu ou pas la VEPR. Qui sait? Elle va parler d'une vision d'Ellen White à cette balise-là. Est-ce que vous savez? Elle va parler de la première vision d'Ellen White. Dans cette première vision, qu'est-ce que Ellen White voit? Bon, on sait qu'elle voit, vous savez, le chemin qui monte où il y a les adventistes, etc., certains qui vont tomber et tout. Et au cri de minuit, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe dans la première vision, au cri de minuit? Qu'est-ce qu'on voit? J'ai entendu réponse. David. C'est qui? David. Il y a une lumière qui éclaire ceux qui avancent sur le sentier.
Tout à fait, merci. Elle nous parle donc d'une lumière, la lumière du cri de minuit, qui éclaire tous ceux qui avancent jusqu'à la seconde venue, en fait, jusqu'au bout du chemin. Et donc, Tess également dans la vêpre nous parle de ceux qui tombent du chemin. Et elle nous dit que ceux qui tombent du chemin, d'après la vision d'Enoch, qu'est-ce qui se passe? La lumière s'en va, ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans les ténèbres, la lumière s'en va, la lumière les éclaire plus. C'est uniquement si on reste sur le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ce qu'on voit en fait pour les personnes qui sont parties à partir de 2018, pas forcément en 2018, mais à partir de 2018, la plupart, alors bien sûr pas tous, mais la plupart des personnes qui partent, leur problème c'était ça, en fait. Ça, c'est quoi? Le cri de minuit, 2018, le message à partir de ce moment-là, avec l'ancienne Tess, 2018 c'était leur problème. Et on voit que beaucoup, leur enseignement va s'arrêter là. Après, bon, ils vont rejeter de plus en plus au fur et à mesure, mais ils reviennent là, c'est-à-dire le dernier point auquel ils pensent, on a enseigné la vérité. Après, c'est plus bon. Donc, c'est intéressant de voir le lien qu'elle fait ici entre la vision, cette lumière qui commence à arriver, et donc ceux qui tombent du chemin et qui rejettent la lumière. Pour eux, c'est en fait... je ne sais pas si c'est une très bonne référence, mais vous savez, dans les jeux vidéo, bon, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais que vous faites une sauvegarde, et du coup, après, si vous mourrez dans le jeu vidéo, vous revenez à votre dernière sauvegarde. Et en fait, eux, ils sont morts spirituellement, et donc ils reviennent à cette dernière sauvegarde d'avant 2018, d'avant le cri de minuit, de ce qu'ils croyaient, en fait, de ce qu'ils pensaient être la vérité. Donc là, on a vu... en gros, pourquoi est-ce qu'on a commencé à voir les deux sources d'information? Ce qui nous a permis, ce que Chimène disait, quand on associe la droite conservatrice avec la gauche libérale, de nous-mêmes savoir nous positionner, de nous-mêmes passer de la droite à la gauche, parce qu'on commence à comprendre en fait de quel côté on était, de quel côté on n'était pas censé être. Et ensuite, donc... détailler qu'est-ce que c'est que la droite, qu'est-ce que c'est que la gauche, et donc ça, c'est le sujet des vêpres en fait. C'est une thèse, essaie de nous amener, de nous expliquer ce sujet. Donc, on commence à voir donc deux sujets qui sont développés, donc la liberté et l'égalité comme on a dit. On a vu les exemples de l'État de Floride. On a vu l'exemple de Masterpiece Cake Shop, où on voit donc la liberté et l'égalité qui sont en conflit. Et je suis juste en train de voir une citation. Non, c'est bon, ok. Et donc on commence à développer la droite, à voir quel est le cheminement, à commencer à parler donc de libertarianisme, ce que Michael expliquait, donc, qui essaie de se rapprocher le plus possible du côté de la liberté, etc. Et donc, si vous devriez définir le libertarianisme, qu'est-ce que vous diriez? C'est quoi le libertarianisme? Est-ce que quelqu'un veut donner une réponse? Viviane? Alors, donc pour moi, le libertarianisme, donc justement, c'est croire au nom de la liberté. D'accord. De avoir le droit de dire, de penser, sans être contrôlé finalement par un gouvernement. Voilà. Donc on peut, en lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois, on a le droit donc, de discriminer au nom de la liberté. Voilà, c'est un peu... Donc du coup, tu dis croire en la liberté. Donc, oui, liberté totale. Voilà, la liberté totale. Mais après, du coup, il y a la liberté. Il y a quand même cette idée. Alors attends, je termine juste. Il y a cette idée en fait, du coup, de liberté de discrimination qui est aussi inclus. Oui, c'est ça. De discrimination. Est-ce que c'est ce qu'ils disent Non, justement, on va voir ça. On l'a déjà vu dans les différentes présentations, mais on va essayer de répéter un petit peu. Vas-y. Et je vais compléter, je disais les droits fondamentaux.
Ok. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi Droits fondamentaux, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc tu dis en fait cette liberté, pour eux c'est un droit fondamental, ouais. C'est ça? Ok. Donc la liberté, je vais marquer ça comme ça. Un droit fondamental, ok. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, les toutes premières fois on a commencé à parler de libertarianisme et que ça a été expliqué. Moi personnellement, je me suis posé une question. Je ne sais pas si vous, ça a été pareil, mais je me suis posé une question. Alors, je vais la poser, vous allez me dire si j'étais la seule ou pas. On a commencé à expliquer le libertarianisme et je me suis dit, mais c'est bien en fait. Vous vous êtes posé la question ou pas? Parce que quand on décrit le libertarianisme, en fait, là nous on a décrit ça comme ça, hein, le droit de discriminer, mais pour eux, chacun est libre. Donc si tu veux te marier avec un homosexuel, tu te maries avec un homosexuel. Si tu veux faire tu fais ce que tu veux, en fait, tu as la liberté d'agir. C'est-à-dire, ils sont pour le mariage homosexuel. Et donc c'est là que je me suis dit, c'est subtil en fait. Parce que nous, on prêche la même chose. Donc en fait, où est la différence? Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je me suis dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui est présenté, mais derrière, si on en parle comme étant de la droite, il doit y avoir un hic quelque part de toute façon. Mais quel est ce hic et de quoi est-ce qu'il parle? Donc en fait, ce qu'explique l'ancienne thèse, c'est que le libertarianisme, il a deux Elisa, est-ce que tu pourrais lister, peut-être, rappeler leurs croyances? Tu as parlé du mariage homosexuel. Est-ce tu peux citer 2 ou 3 autres exemples? Parce que tu dis, toi, quand tu as entendu, tu as dit que c'est super, mais super sur quoi? Que sur le mariage homosexuel ou toute la philosophie? Est-ce que tu peux donner plus d'exemples qui t'ont amené à dire, ce parti, il est sympa, quoi? T'es pas obligé de répondre, ou quelqu'un d'autre? Oui, alors je vais juste dire, j'ai pas forcément d'exemples qui viennent tout de suite à l'esprit, mais juste la présentation en fait de, il donne la liberté, cette idée en fait qui donne la liberté à tous. Après, je sais pas si, est-ce que quelqu'un veut ajouter à la question de Chimène? Josiane. Enfin, le libertarianisme, je dis c'est bien, mais pas tout, parce qu'ils sont pour le port des armes. Nous ne sommes pas pour cela. C'est vrai, le mariage, les personnes sont libres, il y a beaucoup de liberté. Mais je me dis, comme on a vu, il y a un certain moment, on ne peut pas aller trop loin. Donc le port des armes, on peut tuer, on peut discriminer, on peut penser, avoir des pensées, comment on peut dire ça, des pensées racistes, voilà, le racisme. Le sexisme, il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire que c'est bien, même si c'est la liberté. Tout à fait. Sophie. Sophie. Pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, Lisa, tu disais, ils sont pour le mariage homosexuel, c'est super. Et bien, si on reste sur ce même exemple, être libertarien, c'est aussi de pouvoir dire, je refuse de servir une personne homosexuelle parce que j'ai cette liberté. Alors, je t'arrête là, justement, c'est pour ça que j'étais pas encore rentrée sur ce côté-là. J'étais vraiment restée sur le côté positif de ce qu'on... Enfin, si on reste là sur la surface. Mais ce point-là, on va y venir tout à l'heure, justement. Merci. Ok. Donc, les exemples, alors, c'est les exemples qu'on a cités qui nous poussent qui pourraient nous pousser à dire que ce parti, il est intéressant. Bon, on a cette liberté pour tous, cette liberté générale dont on a parlé. Ok, donc, d'accord, ok. Après, je peux rentrer dans plus de détails, mais c'était pas à moins que tu veuilles donner des exemples. Non, vas-y. Ok. Donc en fait, le point que j'essayais de faire ici, c'est cette idée dont Tess parle, en fait, de cette belle bulle du libertarianisme. C'est-à-dire, en fait, en théorie, c'est beau, parce qu'il est semblable à notre message, il va nous donner cette idée de liberté pour tous, mais en pratique, là, ça va être autre chose par contre. Et elle essaie justement de casser cette bulle dans laquelle on peut penser que ça se trouve, et dans la vêpre,
elle va revenir vers les héros principaux du libertarianisme, et elle va poser la question, donc c'est ce dont elle parle, elle va poser la question, qu'est-ce que vous pensez des droits civils de 1964 ? Donc cette question des droits civils avec le racisme, elle va leur poser la question. Et pourquoi est-ce qu'elle va... Parce que là, donc on a dit qu'ils sont dans une bulle de liberté, qui semble pas mal, sauf qu'en fait, cachée se trouve la discrimination. Parce que comme ce que Sophie disait, ils vont dire oui, donc je suis d'accord que tout le monde peut se marier, les homosexuels peuvent se marier, mais par contre, moi, si je les accepte pas, moi j'ai la liberté de ne pas les accepter, moi j'ai la liberté de ne pas les servir, donc comme avec Masterpiece Cake Shop. Donc il y a cette contradiction, j'ai la liberté de les discriminer. Ils ont le droit de se marier, mais j'ai la liberté de les discriminer. Donc là, dans cette bulle de libertarianisme, la question qui va permettre de casser la bulle, ça va être qu'est-ce que vous pensez des droits civils ? Pourquoi ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que quelqu'un a une réponse soit par rapport à ce que vous pensez ou ce qui a été dit dans la vêpre ? Pourquoi est-ce que cette question va être primordiale ? Natacha. Derrière les droits civils, il y a l'égalité pour tous. Il y a l'égalité pour le respect de la couleur, le respect des femmes. Et donc, si on a cette liberté de discriminer, la liberté de ne pas respecter l'autre, en fait, on ne peut pas être en adéquation avec les droits civiques. Ok. Donc, c'est les trois, en fait, les différents points qui sont reliés, les trois qui sont reliés. Et en effet, même si, le Tess parle donc dans l'article qu'il a vraiment fallu se battre en fait avec la personne qui a interviewé. Oui, j'y rentrerai tout à l'heure, mais oui, c'est Ron Paul qu'elle interviewe pour qu'il puisse vraiment réussir à dire qu'en fait il n'est pas totalement en accord avec les droits civils. Et en disant ça, en fait, s'il n'est pas d'accord avec les droits civils et donc avec cette idée en fait de genre et d'égalité, etc., il ne va pas non plus être d'accord avec le mariage homosexuel, avec le genre. Et c'est là qu'après on voit le côté beau entre guillemets du libertarianisme qui va commencer à s'écrouler. Et ça, c'est un des premiers articles. Il y a 2 articles qui sont évoqués donc dans cette vêpre. Et donc c'est le premier article du Huffington Post. Sur pourquoi les libertariens et donc Ron Paul se trompent sur la loi des droits civils, et on va y rentrer tout à l'heure. Tu veux dire quelque chose ? Si on va y rentrer tout à l'heure. Ouais, on va en discuter tout à l'heure. Donc là en fait c'était juste brièvement essayer de résumer un petit peu où est-ce qu'on en était par rapport au libertarianisme et quels étaient donc les différents sujets. Donc le premier article dont elle parle, on va lire... On va lire un commentaire on va rentrer après dans l'article, on va lire un commentaire qu'a fait un des élèves de la classe des vêpres sur... que j'y arrive... Sur l'article. De quoi sur ce dont parlait l'article. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? Vous la voyez ou pas ? Alors attendez, je vais réessayer. C'est bon ? Ok. C'est bon ? Alors, est-ce que quelqu'un veut bien le lire ? Intervention minimale du gouvernement. Raymond, ce qui m'a frappé, c'est cette attitude selon laquelle l'esclavage finirait par s'étioler et mourir de toute façon, sans que le gouvernement n'intervienne.
parce que les chrétiens qui le défendaient étaient intrinsèquement moraux. Ils finiraient donc par s'en remettre et cesser de pratiquer l'esclavage. Et je pense simplement que cette tolérance trahit l'hypocrisie de toute l'affaire. Combien de temps êtes-vous prêt à tolérer quelque chose que vous dites être mauvais, mais qui finira par se débrouiller tout seul? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Ok. Alors, je sais qu'on n'est pas encore rentré dans l'article, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc là, on parle du libertarianisme, de l'article sur le libertarianisme. C'est un commentaire qu'a fait un libertarien, disant que l'esclavage de toute façon finirait par s'étioler, parce que les chrétiens de toute façon étaient intrinsèquement moraux. Est-ce que vous avez des pensées sur cet article, sur ce paragraphe? Ou pas? Le début de l'esclavage, c'était... Vas-y, Mickaël, si tu veux. Non, mais en fait, pour moi, c'est l'essence même du libertarisme, c'est de considérer qu'on n'a pas le temps de mettre de limites aux gens, puisqu'au final, tout finit par se régler soi-même, enfin tout seul, quoi. Et c'est la même chose pour les droits civiques dont tu as parlé. On n'a pas besoin de mettre fin à la ségrégation, puisque ça va se régler tout seul. On n'a pas besoin de faire un terme d'un État, puisque tout se régule. Et en fait, pour moi, c'est vraiment... c'est une utopie, c'est vraiment quelque chose de foncièrement faux, mais eux sont vraiment convaincus de ça, en fait. Et c'est pour ça qu'ils justifient le fait qu'on n'a pas besoin de gouvernement, on n'a pas besoin d'un bon gouvernement, et on peut laisser la liberté à chacun. Alors Sarah, dans le Zoom, elle dit « Ces chrétiens, pour moi, n'avaient aucune morale ». Sarah, est-ce que tu veux en dire un peu plus ? Oui, pour moi, je trouve qu'ils n'avaient aucune morale parce qu'on ne peut pas prétendre avoir de la morale et prodiguer de la souffrance en faisant taire cette soi-disant morale. Donc, voir un être souffrir à longueur de journée, mais penser que pour son bien-être, quand je dis son bien-être, le bien-être de celui qui fait souffrir l'autre, et pour son élévation sociale, on accepte d'amoindrir un autre être humain, on accepte de le martyriser, on accepte de le soumettre à ce niveau-là. J'ai beau chercher là-dedans, je ne vois pas où se trouve la morale dans cela. C'est pour ça que je le dis. Et il faut savoir l'esclavage, justement, puisqu'il s'agit de ça, si les missionnaires n'avaient pas joué un rôle majeur pour aider dans cette entreprise, aussi bien au niveau de l'esclavage, mais spécialement quand même la colonisation qui y ressemble beaucoup, les choses se seraient passées différemment. Les missionnaires ont joué un rôle essentiel dans ces deux affaires, l'esclavage et la colonisation. Donc je ne vois pas où se trouve la morale. Alors je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas moral, mais pour eux ils étaient tellement sûrs d'être soutenus par la Bible et par tellement de choses qu'en fait pour eux c'était la norme, ils ne voyaient même pas la non-moralité de ça. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais pour eux oui c'était de toute façon leur morale. Là dans le texte en fait ils étaient moraux quand il y avait l'esclavage pour eux, mais du coup ils vont devenir plus moral avec, je sais pas comment est-ce qu'on dit, plus moraux avec le temps, et du coup réaliser que peut-être que l'esclavage n'était pas bien, et du coup y mettre un terme. En fait, c'est ce qu'explique l'article. Tu voulais dire quelque chose, Chimène, tout à l'heure? Comment ils l'auraient réalisé, puisque pour eux, au départ, ils se basaient sur la Bible et que cela justifiait leurs actes. Ça, c'est une bonne... Après, ça, c'est... n'était pas bien, puisque la Bible n'aurait pas changé. Mais c'est une bonne question, c'est parce que... Alors, pour eux, pour les libertariens, ils ont été forcés d'arrêter l'esclavage, mais eux, d'après leur raisonnement, ils se seraient dit que de toute façon, naturellement, ils seraient arrivés à ce... Alors, comment exactement, je ne saurais pas dire, mais ils seraient arrivés parce que de toute façon, moralement, ils auraient évolué, etc. Alors, comment, je ne sais pas exactement, mais c'est leur raisonnement, on va dire. Chimène ? L'histoire de l'humanité montre que ce raisonnement, le mal, il ne s'étiole pas de lui-même. Donc la philosophie libertarienne, elle est fausse parce qu'on a bien vu que l'esclavage ne se serait pas fini par
l'esclavage, on n'aurait pas mis un terme à l'esclavage ainsi, puisque dans tous les autres pays, ça a été sous forme de décret, de loi, il y a eu une intervention du gouvernement et des luttes. Donc la pensée libertarienne, elle est infondée. Moi, je trouve qu'il y a aussi une similitude entre la pensée libertarienne et la pensée évolutionniste, qui fait que les choses évoluent par elles-mêmes sans l'intervention de Dieu pour la création de l'humanité. Dieu n'est pas intervenu. Il y a eu une mutation des êtres qui se sont adaptés à leur environnement, qui ont fait que la Terre et les êtres vivants sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Eh bien, je vois qu'il y a une similitude avec la pensée libertaire, non-intervention d'un État, en tout cas, que les choses vont se régler par elles-mêmes en s'adaptant à leur environnement et en se régulant par elles-mêmes. C'est un lien très intéressant, en effet, parce qu'on va voir justement qu'en lien avec ce libertarianisme, il y a l'athéisme, en fait, et cette croyance, en fait, que c'est une théorie de complot de même croire qu'il y a un Dieu et que... Donc on en parle plus loin dans la Vêpres. Alors, et c'est intéressant parce que dans l'article, alors je regarde juste si je l'ai mis. Ok. Dans l'article, en fait, il nous est dit que une des raisons pour laquelle l'esclavage n'était pas encore arrêté, c'est l'esclavage, en fait, économiquement, ça leur rapportait, clairement. Et donc, du coup, au fur et à mesure, économiquement, non seulement moralement, ils auraient évolué, mais économiquement, ils auraient également évolué et n'auraient plus eu besoin des esclaves. Et c'est comme ça qu'en fait, ils auraient plus d'esclaves, en fait. Ce qui rejoint tout à fait, ce qui rejoint le point là, comme quoi ils auraient évolué moralement, mais qui n'est pas du tout correct. On va prendre une autre. Donc on va rentrer dans le premier article. On va prendre quelques passages, pas tout, parce que les deux articles sont assez longs. Mais on va passer à l'autre citation. Donc là, on rentre sur la citation, donc qui va détailler encore le point qu'on a dit et voir en fait cette idée de l'intervention minimale du gouvernement. Puisque, bien sûr, sans eux, ils croient à la liberté totale, c'est-à-dire pas de gouvernement qui est uniquement quelques personnes qui décident, mais la majorité du peuple qui peut décider, donc un petit gouvernement ou alors un gouvernement qui intervient très peu. Est-ce que quelqu'un veut bien lire la citation? Alors, juste, je voudrais juste faire une rectification. C'est vrai que dans les Vêpres, je traduis libertaire au lieu de libertarien. Donc ça c'est une erreur qu'il nous faut corriger, parce qu'il y a vraiment ça se ressemble, mais il y a une différence. Donc le terme maintenant qu'il faut utiliser lorsqu'on parle du libertarianisme, c'est libertarien. Libertarien. Et est-ce que tu peux... J'en parlerai en avril plus en profondeur. D'accord. Mais juste voilà, on ne dit plus libertaire. On ne dit plus libertaire. C'est de ma faute. D'accord. Ok. Là après, ouais, on rentre dans tous les... Ah, vas-y. Alors, pendant des années, les libertariens se sont opposés à l'ingérence du gouvernement dans les affaires privées, qu'il s'agisse de s'opposer à la réglementation environnementale ou aux droits du travail et aux lois anti-discrimination. Pardon, vas-y. Fils du candidat libertarien à la présidence, Ron Paul, il n'est pas surprenant que Ron Paul soit également de cet avis. Donc là, on reprend un petit peu ce qui a été dit. L'ingérence, on s'oppose à l'ingérence du gouvernement, une intervention minimale. Et donc, ils expliquent que Ron Paul, qui est interviewé ici dans cet article, il a les mêmes croyances que son père, automatiquement, puisque son père avait les mêmes. Alors, on va juste continuer, parce que la citation continue. Juste
c'est la même citation, hein, c'est juste la suite. Ron Paul a clairement indiqué qu'il n'était pas en faveur d'une abrogation de la loi sur les droits civils de 1964 et qu'il en souhaitait la grande majorité. Et qu'il soutenait la grande majorité. Quel est le problème alors? Il s'oppose spécifiquement aux dispositions qui interdisent la discrimination dans ce que l'on appelle les logements publics, qui sont en réalité des entreprises privées, telles que les hôtels, les cinémas ou des comptoirs de restauration. Alors, juste parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qui est Rand Paul? On ne connaît pas forcément. Hein. C'est le fils de quelqu'un? Oui, c'est le fils de Ron Paul. Déjà, bravo. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon point. Bon point. Moi, je ne connais rien, mais c'est complexe cette affaire-là. Alors, l'idée, c'est de parler de ça, c'est ça? C'est juste d'abord d'expliquer en fait Ron Paul. Après, si on voit cette dualité, cet homme, il est pertinent. Et, en fait, il veut attirer, on va dire peut-être des gens vers sa philosophie, et donc il essaie de contourner. Mais en réalité, comme disait Tess, c'est qu'il veut nous amener vers là où on ne devait pas aller, c'est-à-dire que c'est la philosophie. Donc lui, ce qu'il veut faire là, il dit simplement que, si je comprends bien, on peut aller dans les hôtels, on peut aller dans le cinéma, etc. Il fait comme s'il y a une sorte d'ouverture. Mais en réalité, l'égalité n'est pas là. Donc, quel est ce problème alors, etc. Mais okay. En fait, pour terminer en conclusion, il dit simplement, je ne suis pas en accord avec mon père. Donc, oui. Bon, c'est peut-être que je parlais de dualité. D'accord. Est-ce que quelqu'un, du coup, veut dire qui est Rand Paul? Faut expliquer. Vas-y. Ça dit, c'est un politicien américain, membre du Parti républicain et sénateur de Kentucky au Congrès des États-Unis depuis 2015. Ok. Il est né en janvier 1963. Ok. Quel élément tu retiens dans cette étude-là? L'élément clé, c'est quoi? C'est un homme politique, il est parti républicain. Ok, donc ce que tu retiens, ok, républicain, homme politique. Ok. Si on va un petit peu plus loin dans son CV, on va voir que, on peut voir différentes choses, hein, qu'il était notamment candidat à la présidentielle des États-Unis en 2016, mais que finalement, c'est pas lui qui a été jusqu'au bout, hein, on sait que c'est Donald Trump. Initialement, il était opposé à Donald Trump, mais finalement, c'est devenu un de ses défenseurs les plus forts, on va dire, notamment pendant la première tentative de destitution de Trump. Donc c'était un de ses plus grands supporters, si on peut dire. Également, un point que je voulais dire et que j'ai oublié, oui, donc il était libertaire comme son père. Et pour eux, donc, c'était vraiment... c'était très important. Son père, d'ailleurs, a été candidat à la présidence des États-Unis sous le parti libertarien. Il s'est présenté sous le parti libertarien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je n'ai pas donné toutes les infos, mais est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport à Rand Paul? Donc on voit qu'il n'était pas forcément le plus grand supporter de Donald Trump, qu'il est devenu finalement très très fortement, et qu'il était donc libertaire. Et là, donc la personne qui interviewe Rand Paul, et c'est vraiment donc naturellement quand il nous pose des questions, il rentre pas, il veut pas être en conflit. Il essaie vraiment de plaire, on va dire, un petit peu à tout le monde, et elle va creuser, et c'est là notamment qu'il va lui dire, je suis pas tout à fait d'accord avec les droits civils, ou comme il va dire là, je suis d'accord avec les droits civils, mais il s'oppose, comme il est dit ici, il s'oppose aux dispositions qui interdisent la discrimination dans les logements publics, qui sont en fait des entreprises privées. Donc en fait, la grosse problématique avec cette histoire, c'est que les libertariens, eux, ils prônent la liberté à tout prix. Donc on est libre de faire ce qu'on veut avec ce qu'on possède. Donc les hôtels, ça appartient à l'hôtelier, à une personne qui est libre
d'accepter ou pas une autre personne. Exactement. Donc du coup, ce qui signifie que les libertaires, les libertariens, eux aussi, tous en se disant la liberté, on prône la liberté à tout prix et on est d'accord avec les droits civils de 1964, ces droits qui prônent justement la fin de la discrimination au niveau travail, au niveau logement, au niveau vote, etc. Finalement, de par leur définition même, leur philosophie du libertarianisme, ils se mettent automatiquement en opposition avec cette loi anti-discrimination. Donc c'est là où qu'on voit un peu l'hypocrisie de ce parti et de cette philosophie. Tout à fait. Parce qu'en fait, pour eux, c'est vraiment une liberté pour tous, sauf qu'ils ne mettent pas un stop à liberté sur la discrimination. Non, pour eux, c'est vraiment liberté, mais entière liberté, même liberté de discriminer. Ils ne mettent pas une barrière. Privé, c'est une liberté, c'est un droit. C'est ça. C'est vraiment axé sur le droit privé. C'est ça. Parce que là, c'est exactement ce dont on parle. Pour lui, entre guillemets, il n'a pas de problème avec les droits civils, mais dès par contre qu'on touche à, par exemple, la liberté d'une entreprise à discriminer ou à être raciste, là, elle a la liberté. C'est son droit privé, comme dit Chimène. C'est son droit privé à discriminer parce que c'est son entreprise, parce que c'est lui, parce qu'il a la liberté. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec son entreprise, en fait. Donc, c'est ce qu'il présente et c'est la raison pour laquelle... cette question des droits civils est importante parce que, comme on peut le voir ici, en outre, sa position semble également permettre la discrimination non seulement sur la base de la race, mais aussi sur la base du sexe, de la religion, de la situation familiale et du handicap. Donc là, on voit que comme ils acceptent la discrimination basée sur le droit privé, la discrimination donc privée dans les lieux privés, etc., eh bien, automatiquement, même s'ils ne disent pas l'être, ils vont discriminer, ils vont refuser cette égalité des genres, cette égalité des sexes, etc. Parce que, pour eux, et ça l'explique dans l'article et également dans la Vêpres, dire qu'on est contre l'homosexualité aujourd'hui, ou qu'on est contre le genre, ou on est contre la race, c'est difficile aujourd'hui. Parce que on est vite vu comme quelqu'un de pas bien, on est vite vu comme un extrémiste, etc. Donc c'est pour ça qu'au début, il n'a pas voulu dire qu'il était contre les droits civils. Mais à force, il a dit, je suis d'accord avec les droits civils, mais par contre, il y a aussi le droit privé. Et donc c'est pour ça qu'on voit qu'en fait, il n'est d'accord avec rien du tout, et que cela va au niveau des libertaires, donc va se voir sur la base du sexe, de la religion, de la situation familiale et du handicap. Donc c'est comme quoi en fait, c'est lié, tout est lié. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à la citation qu'on a lue là? David. Là, David. Vous savez que j'avais juste un truc à ajouter par rapport à l'entretien avec la journaliste qui est Rachel Maddow, justement. Mm-hmm. Et cette journaliste, en fait, elle a été vraiment très intelligente à pousser la réflexion, les questions, parce qu'en fait, elle-même, c'est une homosexuelle, et elle voulait voir jusqu'où aurait été Rand Paul pour définir justement son sens de l'acceptation des droits civils. Et comme tu disais, le fait de ne pas accepter donc ces droits civils, pousserait à rejeter tout le reste, tout ce qui est genre et tout ce qui s'ensuit. C'est pour ça, ouais, exactement. C'est pour ça qu'en fait, elle a pas, sa question, c'était pas est-ce que tu acceptes les droits homosexuels. Elle est revenue sur les droits civiques parce qu'elle savait que s'il n'acceptait pas les droits civiques, il n'accepterait pas le reste derrière. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Et en gros, pour nous, la question que je te pose, mais à tout le monde, en quoi ça nous concerne cette philosophie libertaire? Parce on peut le regarder au niveau de Ron Paul et de la société américaine, mais pourquoi, la question que je me pose, pourquoi on en parle chez nous? Ça veut dire que est-ce que quelque part, nous aussi, dans notre façon de raisonner, parce que c'est une idéologie, c'est une philosophie, le libertarianisme, est-ce que quelque part, dans notre façon de raisonner,
de fonctionner, on prône pas la liberté de faire ce qu'on veut à tout moment, comme on le veut, comme les libertariens. Donc c'est la question que je me pose. Est-ce que Chimène, on pourrait dire... Alors attends. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le troisième parti politique des États-Unis? C'est important. Cela dit qu'il est sur la voie publique, comment on dit ça? Il est sur le domaine public, donc on doit donc s'interroger sur leur positionnement. Et puis, ce qui interroge, c'est que simplement ces gens-là, en réalité, je parle de dualité, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre leur positionnement, donc ça porte en confusion. D'où l'intérêt de l'analyse de l'ancienne thèse, qui pousse la réflexion au sein de sa classe pour nous amener à une forme d'interrogation. C'est-à-dire que ça nous fait référence aussi à notre lecture de surface ou profondeur, c'est-à-dire que ça nous permet d'aller en profondeur et de voir qu'en réalité, il y a des propositions qui sont faites par, on va dire, par ce mouvement, mais en réalité, je sais pas, en créole, on dit, vous voyez la chose, mais en réalité, tu l'as vu et en réalité, ça te file dans la main, je sais pas comment on dit ça. En fait, il y a un proverbe antillais qui dit que ouais ou pas ouais, c'est-à-dire que je dis en français, c'est juste pour dire que en réalité on te présente la chose, mais en réalité tu n'arrives pas, ça t'échappe, ça t'échappe. Bon voilà, c'était juste cette réflexion. Donc, je réitère ma question. Est-ce que nous, dans notre façon de raisonner, on adopte une philosophie libertarienne? Donc, je pose la question. Alors, Maurice? Quoi? Qui est-ce qui veut parler? Avec tout le développement que nous avons eu, on ne peut pas parler de libertarien puisque nous sommes sur le registre, en fait, notre démarche, c'est l'égalité. Donc, c'est pas possible. C'est comme ça que je le vois. Ça ne devrait pas être. Ça ne devrait pas être. Alors, je dis, ce n'est pas possible dans notre démarche, dans le mouvement. Et pourtant, oui. C'est ça le problème, parce que on devrait être complètement de l'autre côté, à gauche, et pourtant, est-ce que dans certaines de nos réactions, on n'est pas justement libertarien sur, par exemple, la question du mariage homosexuel ou d'autres... Vas-y, Johanna. Dieu, depuis le début, il n'a pas arrêté à chaque fois de nous corriger sur notre position. On croyait qu'on était bien, on était finalement, pensant qu'on était de gauche, on acceptait tout en fait. On était de droite, il nous a dit vous n'êtes pas du tout dedans. Il nous a vraiment ouvert les yeux à ce sujet. Il nous a dit vous êtes de ce côté, il faut passer de l'autre côté maintenant. Et à chaque fois qu'il nous ouvre les yeux sur quelque chose, c'est parce qu'en fin de compte, on a encore des choses à corriger. C'est que dans notre façon de penser, dans notre façon d'être, il pousse les choses pour qu'on puisse vraiment se mettre vraiment du bon côté de l'égalité, comme lui, il le conçoit. Parce qu'il y a encore des déviances et qu'on doit faire attention, comme il nous dit, à tous nos biais, etc. Donc, c'est encore une correction, parce que dans le mouvement, à chaque fois qu'il le fait, c'est parce qu'on est dedans. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis et ce que... Natacha et David, peut-être qu'ils veulent dire quelque chose d'intéressant pour nous, aussi. Non, je disais, on discutait sur le fait que ta question, elle permettait de se poser, justement, de réfléchir sur nos actes, et peut-être que justement, ne connaissant pas forcément toute la pensée libertarienne, il y a peut-être des choses que nous cultivons qui existent chez les libertariens. Donc, en étudiant réellement, en faisant les études que nous faisons, ça a pour but de nous amener à une prise de conscience. Pour nous permettre, déjà dans un premier temps, Dieu nous a amenés à changer de pôle politique. On était de droite, on est passé à gauche. Ensuite, quand on passe à gauche, il y a l'extrême gauche, la pensée libertarienne. Et dans cette pensée libertarienne, il y a peut-être des choses que nous mettons dans nos vies en place
qui sont de la pensée libertarienne. Et le fait de réfléchir justement sur les libertariens, ça devrait nous amener à faire un effet miroir et à nous montrer que justement nous avons adopté des pensées libertariennes, voire des actions libertariennes. Tout à fait. Je voudrais juste rappeler, pour ceux qui étaient en juillet dernier, au Sabbat Nature, et on avait fait des exercices, et par rapport à l'avortement, par rapport au sexisme, par rapport à l'homosexualité, et je voulais juste rappeler que toutes les réponses qu'on donnait, c'était des réponses basées sur la liberté d'agir, de faire ce qu'on veut. Donc tout ça pour nous, pourquoi j'ai posé la question, c'est pour qu'on puisse se rappeler de cet événement-là, qui n'est pas si éloigné, et voir comment aujourd'hui on a évolué. Est-ce qu'on bâtit notre allégeance par rapport au mariage homosexuel, par rapport à l'avortement, par rapport au fait d'être sur les questions du genre, par rapport donc à un argumentaire basé sur la liberté ou un argumentaire basé sur l'égalité. C'est juste pour qu'on puisse réfléchir et voir comment on a évolué, parce qu'en juillet dernier, toutes les réponses étaient axées sur la liberté. C'est ça. Alors qu'on prônait, on disait non, c'est l'égalité. Et j'avais montré que non, c'était faux. On donnait tous des réponses sur la liberté. Tout à fait. Et je m'inclus aussi, hein. D'accord. Oui, je dis bien pas sûr. vous et moi je suis ailleurs. Non, on était tous axés sur des réponses libertariennes. Parce que c'est vrai, juste pour... Vas-y. Je voudrais juste rajouter que la notion d'égalité, contrairement au libertarianisme, on va y arriver, inclut la notion de limite, d'interdiction également. Et que, oui, l'égalité, c'est aussi être libre jusqu'à une certaine limite. C'est ça. Pour pas discriminer, pour avoir l'égalité. Pour empêcher la discrimination. Tout à fait. Donc juste pour terminer, parce qu'on n'a plus de temps. Il te reste 3 minutes. Ah, Dominique, et après on... Oui, je disais que moi je vois vraiment un égoïsme profond dans la pensée libertarienne, c'est-à-dire que tout se rapporte à eux-mêmes. Donc il ne faut pas toucher à ce qui est à moi, ce que je possède. Son droit. Donc vraiment c'est... Alors toi tu parles de l'égoïsme dans les libertariens, et moi je dirais l'égoïsme même dans l'être humain, de ce que nous sommes nous en fait. Et c'est pour ça que dès qu'il y aura un accroissement de la connaissance, il y aura une lumière sur notre état en fait. Tout à fait. Pour que nous puissions changer à l'image de Dieu et que nous devenions des personnes, ce qui veut que nous soyons et que l'égalité prône au-dessus de la liberté. Tout à fait. Parce que là, on est en train de parler de libertarianisme, mais au tout début, quand j'avais demandé de quoi parlait la VEP, Josiane t'avait dit la loi du dimanche. Et le sujet des vêpres, en fait, c'est la loi du dimanche. Donc, là, on parle de libertarianisme et ça nous permet de comprendre le côté externe, etc., qu'est-ce qui se passe dans le monde, etc. Mais si le Seigneur a permis qu'on comprenne le libertarianisme, c'est parce qu'il essaie de nous recadrer, donc comme ce que Natacha et Johanna disaient, essaie de nous recadrer sur où est-ce qu'on se trouve, sur la liberté, sur l'égalité, sur la droite, sur la gauche. Il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Et donc, en apportant le libertarianisme, il a dit, en fait, vous essayez de bien vous situer, mais attention, il y a le libertarianisme, et je l'apporte parce que vous avez des idées libertariennes, sans vous en rendre compte, et qu'en fait, c'est plus profond que ce qu'on pourrait penser, en fait. C'est beaucoup plus profond. Donc, il y a une raison externe et interne pour parler de ce libertarianisme. Donc, on n'a plus de temps. On va s'arrêter là et après, on continuera donc la première citation qu'on a vue, où on verra notamment que ce parti de droite, c'est pas uniquement des chrétiens ou la droite chrétienne telle qu'on le pensait, les protestants, etc., les protestants apostats, etc. Et on verra ensuite le deuxième article et Reddit, donc sur la deuxième partie. Donc, je vous invite à terminer par la prière. Merci Seigneur pour cette journée de sabbat. Merci de nous permettre d'être réunis ensemble. Merci pour ta présence et
la direction que tu nous accordes. Seigneur, tu nous permets de voir, et cela fait pendant plusieurs vêpres déjà, le libertarianisme. Et c'est un sujet difficile, compliqué à comprendre. Déjà, la politique est plutôt compliquée. Nous ne sommes pas dans des études politiques. Et Seigneur, tu nous permets quand même de le comprendre, aussi bien pour comprendre cette histoire externe et cette loi du dimanche et en quoi elle consistera, mais également personnellement, où nous nous situons, et de quel côté est-ce que nous sommes, et si oui ou non, eh bien, nous avons ces idées libertariennes dans nos pensées. Seigneur, que nous puissions nous poser les questions au plus profond de nous-mêmes, si nous sommes vraiment en accord avec cette égalité ou si nous prônons la liberté par-dessus tout. Que tu puisses être avec chacun d'entre nous en ce sabbat et nous permettre eh bien, de passer de bons moments ensemble et de pouvoir échanger autour de ta parole. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Thank you.